Bonsoir à vous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle session d'information. Merci de continuer à vous informer sur Diar TV. C'est parti avec les titres. Dans ce journal, vous suivrez le constat que nos reporters ont fait au site 1000 logements de Kintélé où des inciviques ont emporté des lampadaires. À Pointe-Noire, un réseau de présumés voleurs de câbles électriques a été démantelé par l'unité de gendarmerie de Ndieno. Et puis, dans ce journal, nous reviendrons sur la deuxième journée du procès des élèves du lycée technique 5 février. Deuxième journée consacrée à l'instruction des prévenus. Voilà tout pour le sommaire. À la une ce soir, l'avenue Andrade, terre jaune qui relie l'arrondissement 6 et 7 ne facilite pas la tâche aux usagers de la route. Les canaux réalisés pour évacuer les eaux sont détruits à cause de l'abandon des travaux. Vous allez suivre ces images tournées par Vincent de Paul Koubema et Jean Jaurès et Combat. Dans ce reportage, les populations plaident pour le retour des travaux. Suivez. Aménagement des voiries urbaines en vue de faciliter l'accès dans certains quartiers de Brazzaville. Le projet a aussi laissé beaucoup d'éléphants blancs. Dans ce registre, il y a lieu de citer l'avenue Andrade des Terres Jaunes. Les travaux de construction de cette avenue, qui devaient faciliter l'accès au quartier Émeraude, à Mikalou 2, en partance de l'avenue de l'unité africaine vers Mukondo, ont été arrêtés net. Je condamne l'État congolais. Et je condamne aussi les grands travaux. La mer aussi, je condamne. Depuis le sommet, je condamne le gouvernement. Ils doivent arranger les routes. Même, vous voyez, il y a même l'eau qui manque. Il y a même le courant qui ne passe pas. Donc le pays est abandonné. Donc les gens sont en train de souffrir. La situation perdure depuis plusieurs années, a souligné M. Adrien, habitant du quartier. Le monde appelle cette avenue Terre Jaune Andrade. C'est une voie qui était prévue pour sortir jusqu'au marché Thomas Sankara. Et dans ses débuts, même les femmes qui venaient acheter le coco venaient dans les 500 jusqu'au marché. C'était vraiment très bien pour tout le monde, même ceux qui vont à Jacopango. Passer maintenant par ici. Bon, on ne sait pas très bien comment les travaux ont été abandonnés après avoir mis des ouvrages tels que vous voyez, les caniveaux, tout. En haut, vous allez monter, vous verrez en haut là-bas des caniveaux qui sont déjà détruits parce que les travaux ont été abandonnés. Détruits et bon, les eaux se déversent et viennent maintenant dans les parcelles des gens. Nombreux ont fui le quartier. Ici, là, c'était plein. Maintenant, vous voyez comment est-ce que l'eau a détruit. C'est une avenue qui devait relier Mukondo et Mikalou 2 en débouchant à l'école CESPAC. L'abandon des travaux a occasionné plusieurs dégâts, comme le confirment M. Liemafoua et M. Adrien. Nous sommes revenus dans le quartier depuis 2017 et quand nous sommes arrivés, le canal était intact. Avec la pression des eaux de pluie, le canal est parti et l'école maintenant est en danger. Si vous regardez très bien, il y a tout un mur que l'école a fait et grâce à l'aide des pays amis, c'est-à-dire des étrangers qui nous ont soutenus, sinon on déserte encore le quartier. On est abandonné à nous-mêmes, c'est comme si l'État n'est pas regardant autour de cette situation. Parce qu'en fait, la route c'est un facteur du développement. Mais dès lors que cette route est détruite, là, mais c'est pas possible. La nuit, les taxis laissent les gens sur l'avenue là-bas. Avec tous les risques qu'il y a, les gens sont obligés de faire le péton jusqu'à leur domicile. C'est pas bien. Ici, ce sont les motos qui font l'affaire. Et pour sauver le quartier, les populations plaident pour une gestion équitable de l'enveloppe de 3 milliards débloqués pour les questions d'assainissement de la ville. Bon, moi je souhaiterais que les gens viennent ici, d'abord constater et entreprendre la continuité des travaux. Je ne sais pas comment ils vont faire pour les caniveaux qui sont déjà cassés, détruits là. On entend sans fondement comme ça que voilà, c'est en février. Les travaux c'est en février, tout. On n'a pas de preuves. On n'a jamais vu une autorité qui est venue ici pour nous dire quelque chose de concret. Nous sommes, comme je vous ai dit tout à l'heure, abandonnés à nous-mêmes. Nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Mais nous souhaitons les 3 milliards là, mais il faut que ça soit bien géré. Qu'ils fassent quelque chose pour cette route-là. Ce chantier avait été réalisé par la société
Andrade Gutiérrez. Au niveau de leur base vie, c'est le silence total. À peine quelques vigiles qui gardent le site. À quand la reprise des travaux, les populations croisent les doigts et attendent la réaction des pouvoirs publics. Le caniveau cassé, l'autre morceau est là. L'avenue Itumbi à hauteur du croisement Miadeka-Itumbi se dégrade de plus en plus. Une bonne partie de la chaussée se trouve maintenant dans un trou béant, rendant difficile la circulation des automobilistes, motocyclistes et même des piétons. Ce mercredi, l'une de nos équipes est allée toucher du doigt cette réalité. C'est un reportage signé Irma Oko et Vulpion Kenzo. C'est une rue beaucoup fréquentée par les automobilistes, les motocyclistes et même les piétons. Seulement, à quelques encablures du croisement Miadeka-Itumbi, le spectacle est très désolant. À cette partie de la voie, le bitume est à peine visible, sinon n'existe presque plus. À cet endroit, l'eau de pluie a carrément occupé la chaussée, rendant ainsi difficile la circulation. Même ce garagiste, qui est aussi habitant du quartier, se plaint de la difficulté occasionnée par ce trou béant. Ce qu'on constate que le trou était encore très petit, donc ça s'agrandit au fur et à mesure. Le trou a été causé par le passage des tuyaux. Le passage des tuyaux, ils ont cassé là pour faire passer les tuyaux. Et puis ils n'ont pas bien posé ça, tu vois. C'est pour cela que ça s'est agrandi avec les pluies. Ça a agrandi, c'est devenu un peu comme vous l'avez constaté. Au moment où nous réalisons cette interview, ce conducteur de moto se retrouve à l'eau du fait de l'impraticabilité ou presque de la voie. Ce citoyen n'a pas manqué d'exprimer son mécontentement. Avant, quand la ruelle a existé, ça n'a jamais eu de trou comme ça. Il y avait de la caillasse en bas. Quand on est venu pour réparer encore la ruelle, ils ont enlevé tout ce qui était là comme caillasse pour nous mettre le tout venant. Et le tout venant qu'ils ont mis là, aujourd'hui là, vous voyez les conséquences. Si la route était bonne, est-ce que les gens pouvaient tomber dans les caniveaux comme ça? Ils sont en train de se faufiler là à cause de quoi? Parce que la route n'est pas bonne. Par la même occasion, ces populations ont aussi lancé un appel en direction des autorités compétentes. Il y a des chefs qui passent ici, avec des grosses caisses. Hein? Ils ne voient pas le trou là. Ils attendent que le trou puisse grandir pour venir travailler le trou. Donc pour eux, c'est quoi? Le petit trou, ils ne peuvent pas réparer parce que ça ne leur coûte rien. Ils attendent qu'il soit gros pour que le devis puisse peser. Donc on implore que les gens, peut-être la mairie ou je ne sais pas, ils viennent arranger pour que ça arrange à la population, quoi. Parce que là, ça ne facilite pas la circulation. Oui. Parce qu'il y a des voitures qui tombent en panne ici, il y a des moteurs qui coulent, machin. Depuis un certain temps, la municipalité de Brazzaville a amorcé des travaux de réhabilitation de quelques voies d'accès de la capitale, question de rendre plus fluide la circulation des usagers de la route. Mais les travaux déjà amorcés dans d'autres quartiers de la ville capitale n'ont pas encore atteint la rue Itumbi qui se meurt à petit feu. Coup de projecteur au site de 1000 logements de Kitélé. L'une de nos équipes est allée toucher du doigt une fois de plus cette réalité. Les lampadaires ont été emportés par des inciviques. Les eaux provenant des fours septiques ont envahi les rues et les habitations. Suivez ce reportage de Berli Dacito. À l'entrée du site des 1000 logements de Kitélé, pas besoin de faire un dessin pour se faire une idée sur les conditions de vie actuelles des victimes du drame du 4 mars 2012, relogées ici. Les faits parlent d'eux-mêmes. Dans les rues et devant la plupart des habitations, ces eaux usées provenant des fosses septiques font partie du décor. Les odeurs fétides nous dérangent. Si c'est ici que nous allons vivre définitivement, nous demandons de l'aide. Nous souffrons. L'eau que nous consommons nous provoque des violents maux de ventre. Jamais 203. Ces populations côtoient aussi les ordures ménagères. Le cas sur cette avenue principale où des tas d'immondices prennent des proportions inquiétantes chaque jour qui passe. Nous ne sommes pas à l'aise ici. C'est parti d'un petit tas avant que ça ne ressemble à ce que vous voyez comme la montagne de Golgotha. Ce n'est pas le seul souci sur ce site.
Comme un malheur ne vient jamais seul, dit l'adage, tous les lampadaires, alors tous, ont été emportés par des inciviques, créant de facto l'insécurité déjà perceptible dans les cités congolaises. La vol ici, surtout les lampadaires. Hein? Or, pour nous, on a essayé un peu de sécuriser, un peu de faire nos recherches. On ne voit que des étrangers. Notre inquiétude, parce qu'on a beau crier ici, on est allé à la gendarmerie, on est allé ailleurs pour chercher à ce qu'on nous sécurise ici à propos des lumières sans suite. Ces logements identiques, comportant 3 chambres, un salon, une cuisine et des sanitaires, sont eux éclairés, même si 11 ans plus tard, ils perdent désormais de leur éclat. Le site est aussi alimenté en eau potable et compte un centre de santé et des structures scolaires. 5 ans après sa fermeture, le train Air Mbida a officiellement été relancé vendredi. Le go a été donné à la gare ferroviaire de Dolisie par le ministre des Transports, de la Marine marchande, Honoré Saï, qui a d'ailleurs expérimenté un voyage de 373 km dans ce train. Suivez. C'est un rêve devenu une réalité pour les populations de l'axe ferroviaire de Mbinda, ex-ligne Comilogue, dans le département du Niari. Les sifflements et vomissements du train Air Mbinda redonnent le sourire aux Congolais de cette partie du territoire national. Le ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, Honoré Saï, en homme de terrain, était bel et bien là, le vendredi 16 février 2024, à bord de ce train pour vivre les réalités de ce voyage, assisté du staff dirigeant du chemin de fer Congo-Océan conduit par Georges Olivier Itoa, directeur général adjoint du CFCO. Ce train ayant quitté Dolisie s'est arrêté à Mombelo, Makabana, Timba, Mosenjo, Tingidi, Mayoko, avant d'atteindre Mbinda, la destination finale à 373 km de Dolisie. Bien avant, le ministre a donné les consignes fermes aux convoyeurs sur la gestion des colis. À toutes les gares où s'est arrêté le train, les populations étaient dans l'allégresse, car Air Mbinda, c'est l'indicateur commercial des populations de ce axe. Vraiment, c'est une joie totale parce qu'il y a longtemps que nous avons vu circuler le train. C'est comme une résurrection aujourd'hui. On a fait 5 ans sans train. La voie carrossable, elle était tellement difficile. Le billet, c'est des billets chers, sans argent. Donc, pour nous, aujourd'hui, c'est un beau jour que Dieu est venu nous aider. En tout cas, aucune personne ne pourra dire le contraire. Hein. C'est un grand événement. Le ministre s'est battu, s'est très bien battu. Hein. On n'a jamais vu ça dans notre secteur. Hein. Mais le voyage, il est très bon. Avoir le train roulé, nous, on pensait que comme la voie venait d'être travaillée, bon, le train allait partir doucement, doucement, mais quand même, le train va à l'allure où ça partait avant, quoi. C'est un très bon voyage. Chose promise, chose due. Nous avons promis et nous avons réalisé l'arrivée de ce train à Mbinda. Le long du parcours, vous avez vu la liesse, même sous la pluie, les gens sont arrivés. Et c'est comme si on se réconciliait avec nous-mêmes. Pour refaire tous ces wagons que vous voyez, c'était des sous. On a dû recourir au partenariat public-privé. Parce que c'était difficile pour le CFCO de pouvoir réhabiliter ces wagons, d'y affecter des locomotives. Ce qui n'est pas facile quand on sait les tensions de gestion des locomotives en ce moment. Mais le train, il est là. Il vous arrivera tous les mardis, repartira mercredi, reviendra vendredi et repartira samedi jusqu'à Pointe-Noire. C'est le plus gros cadeau pour cette année 2024 que le chef de l'État, à travers son gouvernement, vient de faire à la population de l'axe Comilogue. Ce train, ayant conduit près de 200 passagers, est arrivé à Mbinda le samedi 17 février. Il est reparti le même samedi à destination de Pointe-Noire le dimanche dernier à 13h. En
On va à présent prendre ce reportage de Jean-Pierre Février qui nous montre un réseau de présumés voleurs de câbles électriques qui a été démantelé par les gendarmes de Ndiéno à Pointe-Noire. Regardez. 4 sujets de nationalité congolaise vivant au village Ndiéno sont tombés dans le filet de la gendarmerie de cette localité le lundi 19 février 2024. Des sujets opérant de 1h à 3h du matin en découpant les câbles électriques souterrains qui desservent le réseau des lampadaires installés sur la route de la frontière débouchant au Cabinda. Des actes de vandalisme ayant attiré l'attention des agents de la société ECAREC de la direction départementale Pointe-Noire-Culou. Une enquête de terrain a permis au service de la gendarmerie de remonter la chaîne du vol de câbles. Interpellés par la brigade de gendarmerie de Ndiéno, ces 4 présumés voleurs de câbles ont été mis à la disposition de la brigade de gendarmerie territoriale de Pointe-Noire de Angoyo pour une instruction complémentaire. Depuis quelques mois, nous avons eu des informations selon lesquelles les citoyens de Ndiéno sont victimes des vols répétés des câbles électriques souterrains. Et donc le commandant de brigade, ici avec nous, a mené des investigations jusqu'à interpeller le groupe qui se trouve ici chez nous. Et vous voyez que c'est des actes inciviques au préjudice non seulement de ECAREC, mais aussi et surtout de la population de Ndiéno. Ils sont avec nous, la procédure étant bouclée, ils seront présentés à monsieur le procureur de la République, garant des poursuites. Plutôt attirer l'attention de tous les restes des jeunes qui versent facilement à ce genre d'incivisme. Ndiéno est dans le noir en partie à cause de l'incivisme des jeunes. Donc nous n'allons pas nous fatiguer, nous allons traquer tous ceux-là qui vont continuer aussi à sectionner les câbles. Un démantèlement d'un réseau de voleurs qui a fait réagir l'agent de la société ECAREC. C'est une situation qui dure depuis belle lurette, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et par la grâce de Dieu, on a pu mettre la main sur ces malfaiteurs qui sont en train de commettre des actes de vandalisme et qui sont en train de pénaliser la société aujourd'hui en retirant des câbles souterrains. Et aujourd'hui, le village de Ndiéno est quasiment dans le noir à cause de ces actes-là. C'est d'abord un constat que nous avons fait depuis un moment, travaillant avec la gendarmerie et la police. Et c'est finalement avant-hier que nous avons reçu un appel des gendarmes parce qu'ils étaient déjà informés de la situation. Donc ils ont pu mettre la main sur ces derniers. Et c'est comme ça qu'on nous a contactés. On est venu rapidement et on est tombé sur eux. Perdons la confiance de la population. Ceux qui sont censés être éclairés, les villages et les villes qui sont censés être éclairés ne sont plus vraiment éclairés comme tels. D'où ça nous donne beaucoup de boulot. On perd aussi en termes de matériaux parce que quand il y a des coupures de câbles comme ça, des postes sont touchés et il y a des fusibles chaque fois qui sont abîmés et qu'il faut changer. Des actes de vandalisme qui sapent les efforts de la société ECAREC dans sa vocation d'accompagner le projet du boulevard énergétique prôné par le président Denis Sassou Nguesso au grand bonheur des populations congolaises. On revient aussi ce soir sur le procès des élèves accusés d'avoir profané le drapeau national au lycée technique 5 février 1979 de Pila. Tous les accusés ont été entendus devant le tribunal correctionnel de Brazzaville. On fait le point avec Evrat Kasumba et Patrick Ingué. Ouvert le jeudi 15 février dernier, le procès des élèves accusés d'avoir profané le drapeau national au lycée technique 5 février 1979 de Mpila s'est poursuivi ce mardi 20 février devant la 6e chambre correctionnelle du tribunal de Brazzaville. Au deuxième jour du procès, l'audience spéciale de cette chambre correctionnelle a porté sur les plaidoyers des accusés. Ces derniers ont tous été entendus. 3 sur les 17 à la barre de ce tribunal ont reconnu partiellement les faits. Vous avez participé, vous avez fait quoi? Parmi les gens qui ont moi je parlais aux syndicalistes. Et l'information est partie à tout le monde? Non. Comment ça? Parce que j'avais mis ça dans mon statut. Nombreux parmi eux ont été interpellés dans la confusion. C'est le cas de l'OMB Meshak, ingénieur de son état, qui a été embarqué le jour de l'interpellation de son frère cadet, élève au lycée 5 février 1979. En ce qui concerne la deuxième demande, les frères l'OMB, le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement,
en matière constitutionnelle en premier ressort, avant dire droit, rejette la demande de mise en liberté provisoire de Louembek Bono. Ordonne cependant la mise en liberté provisoire de Louembek Destri Meshak. L'OMB Meshak a finalement bénéficié d'une liberté provisoire après examen sur le fond de son dossier. Une satisfaction pour son avocat, Maître Aris Kiswesui. Un sentiment de joie, parce qu'en réalité, dans cette affaire, j'aurais bien voulu que la police congolaise fasse des enquêtes approfondies. Parce que, en écoutant les déclarations des uns et des autres, on se rend compte qu'il y a des personnes, des élèves qui ont été interpellés, qui en réalité n'ont rien fait. Et les vrais, n'est-ce pas, certains auteurs, les vrais, sont en cavale. Ceci dit, l'audience a été suspendue et reprendra le mardi 27 février prochain par l'audition des témoins, notamment les responsables du lycée 5 février 1979 et quelques enseignants présents au moment du déroulement des faits. Le préfet du département des Plateaux a procédé cette semaine à l'installation des sous-préfets et maires de son département. Les cérémonies d'intronisation se sont déroulées dans 4 localités, à savoir Mpuya, Ngo, Abala et Ongoni. Regardez. Introniser les sous-préfets et administrateurs maires nommés par le président de la République Denis Sassou Nguesso par décret 2024-2 et 2024-3 du 9 janvier 2024, c'est le but de cette tournée du préfet du département des Plateaux, Alphonsine Akobé Opangana, dans les 4 districts de ce département. Chef de district de Pouya, le piquet d'honneur est Roger. Je vous invite à la passer en revue. Ce périple d'intronisation a commencé par Mpuya, puis Ngo, ensuite à Abala. Et enfin, il a été bouclé à Ongoni, où le préfet Alphonsine Akobé Opangana a investi Benoît Ngatsé et Carole Pierre-Aimé Ngato Akonzo, respectivement sous-préfet et administrateur maire d'Ongoni. Peu avant ce rituel, le secrétaire général du département des Plateaux, Dieudonné Nzinga, a donné lecture des décrets portant nomination de ces 2 personnalités au poste de sous-préfet et administrateur maire d'Ongoni. Partout où le préfet est passé, le message était le même. Tout en faisant la synthèse de sa tournée, Alphonsine Akobé Opangana a exhorté les nouvelles autorités à se servir de la loi et du règlement intérieur comme boussole de leurs actions. Que la loi et le règlement restent leur seule boussole. Je le dis, je le répète, la boussole dans l'accomplissement de leur mission régalienne reste la loi et le règlement. Et non leurs émotions ni leurs pensées, mais la loi et le règlement. Et ensuite se référer aux instructions données par le chef de l'État le 28 novembre, le 6 janvier et lors du réveillon d'armes. Là-dedans, dans ces discours, ils trouveront beaucoup d'instructions du chef de l'État liées au vécu quotidien que nous connaissons ces derniers temps. À l'issue de son intronisation, le sous-préfet Benoît Ngatsé promet de travailler en cohésion avec les populations d'Ongoni. C'est vraiment un défi et la question c'est comment le relever. Donc je vais m'atteler, comme je l'ai dit, je vais m'atteler à faire un effort avec l'appui de la population, de la collectivité, avec qui les forces vives. On va travailler la main dans la main pour qu'ensemble on puisse faire un effort de créer un climat de paix, un climat de confiance, de bonne collaboration. Ce n'est pas facile, mais j'ai été animé d'un sentiment de peur parce que la tâche est immense, mais j'ai confiance, je sais que la population sera là et va me comprendre, on va travailler ensemble de cette affaire-là. Signalant qu'en raison des inondations, le sous-préfet de Makoti-Mpoko n'a pas été investi. La cérémonie de son intronisation interviendra après l'étiage du fleuve Congo et ses affluents aux environs de Makoti-Mpoko.
le cadre de la mise en place d'un observatoire des TIC en Afrique centrale, les cadres du ministère en charge des télécommunications ont été invités à renforcer leurs capacités. Explication de Justin Bambaka. Les technologies de l'information et de la communication, un levier important pour l'accélération du développement et de l'intégration des pays de l'Afrique centrale. C'est sous ce thème que ces cadres du ministère en charge des télécommunications renforcent leur capital humain. Une étape importante a souligné l'inspecteur en charge des télécoms et du numérique au niveau de ce département ministériel. De la matérialisation du programme d'appui à la gestion des infrastructures régionales et nationales en Afrique centrale dans son volet prospective et planification des technologies de l'information et de la communication, financé par l'Union européenne. Ce projet comporte 3 composantes, dont celle du renforcement du capital humain, en vue bien entendu de la mise en place d'un observatoire des technologies de l'information et de la communication en Afrique centrale. Dans l'objectif de mettre en place un observatoire des TIC en Afrique centrale, il était évident que l'on procède à la formation des cadres. Il faut leur donner des outils, parce que demain, il faut que les compétences en matière de TIC, les compétences en matière de gouvernance de TIC, de planification de TIC, je veux dire, intègrent bien tous ces enjeux qui sont liés à l'observatoire des infrastructures des TIC en Afrique centrale. D'où l'intérêt de cette formation. Cet atelier de formation de ces cadres sur la planification et la gouvernance des infrastructures de télécommunications prendra fin la semaine prochaine. Et c'est la fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur DIR TV. Retrouvez également nos journaux sur notre page Facebook DIR TV International. Au revoir et à la prochaine.